Donc, bonsoir, et merci d'être venu pour cette nouvelle séance organisée par l'Institut Veblen et l'association Le Réveil écologique. Comme vous savez peut-être, c'est désormais un cycle, donc nous vous donnons un rendez-vous par mois jusqu'à mai, jusqu'à 30 mai. La dernière séance, ça sera le 30 mai. Et la séance suivante, si vous voulez la noter déjà, aura lieu le 24 avril, où on parlera de la voiture électrique, et dans un débat plutôt contradictoire. Mais alors ce soir, on va pas parler de la voiture électrique, on va parler de l'emploi, de la question de l'emploi, même si c'est lié finalement. Je m'appelle Wojtek Kalinowski, je suis co-directeur de l'Institut Veblen. À mes côtés, Dominique Médard, qui a beaucoup de casquettes, mais qui est aussi présidente de l'Institut Veblen. Donc, aussi intervenante ce soir et aussi présidente du prix Veblen, qui est décerné chaque année pour un Master 2, par mémoire de M2, pour sa contribution à la transition écologique, à la réflexion sur la transition écologique. Et donc ce soir, ce que nous vous proposons, c'est à la fois un débat sur l'emploi dans la transition, et notamment la question de que font les entreprises pour impliquer les travailleurs dans la transition. Mais nous allons aussi en profiter pour vous présenter les lauréats du prix Veblen 2024, qui est avec nous, qui va intervenir dans la table ronde. L'Institut Veblen existe depuis 2011 déjà, et nous avons été fondés avec la mission de promouvoir le débat sur la transition écologique et notamment sur les questions économiques, sur les enjeux économiques de la transition écologique. Donc nous le faisons de maintes manières, nous organisons beaucoup d'événements, nous intervenons pas mal dans le débat public. Nous avons des publications, notamment une revue qui s'appelle L'économie politique, qui est une aventure commune avec le magazine Alternatives économiques. Et nous faisons aussi un peu de plaidoyer politique sur quelques sujets. Donc je suis heureux de poursuivre cette séance. Nous avons beaucoup écrit sur cette question de l'emploi, mais on n'est pas les seuls. C'est sans doute, comme vous savez sans doute, c'est une vieille question. Est-ce que la transition écologique, c'est une grande transformation du tissu économique? Donc, elle pose la question de l'adaptation, elle pose la question des emplois de demain, des emplois qui vont probablement disparaître, il y a d'autres emplois qui vont apparaître. Quel est le bilan global de tout ça? C'est sans doute une des questions qui sera centrale aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, parce que quand on regarde le bilan global, il y a une semaine, je pense, il y a eu une nouvelle étude qui est apparue sur ces sujets-là, qui donnait un bilan global de création d'emplois et un bilan, en tout cas, des prévisions en matière de création et de destruction d'emplois. Donc on voit bien que le bilan global est probablement positif, donc on va créer plus d'emplois que la transition non détruite. Néanmoins, il y a beaucoup d'emplois qui vont aussi disparaître. Et donc, c'est la question de l'accompagnement et de la transformation du tissu, de l'adaptation. Et cette question-là, elle interpelle à la fois la puissance publique et les entreprises. Donc, c'est comment faire. J'espère que que nous allons sortir aujourd'hui éclaircis sur ces deux points-là. Où va l'emploi dans la transition et qu'est-ce qui est fait réellement pour accompagner les transformations qui sont sans doute partiellement difficiles. Et donc, il faut prévoir l'évolution des compétences dans beaucoup de domaines. Voilà, donc pour les restes, je laisse la parole à Dominique. Je précise simplement que mon co-animateur ce soir, c'est Nicolas Grave, donc, qui va présenter tout à l'heure aussi le réveil écologique. Mais nous commençons, si tu veux bien, Dominique, par donc le prix Veblen et la présentation de lauréats, ainsi que des 3 coups de cœur que les jurys ont ainsi retenus pour cette année.
Merci Wojtek, bonjour à toutes et tous. Alors en effet, je suis très très heureuse de bientôt remettre le prix du mémoire à Niels Amerli, qui est ici. Le jury, je vais vous rappeler de qui il est constitué. Hein. Il est très sérieux. Il est constitué de Natacha Gondran, Diane de Maréchal, Antoine de Ravignan, Xavier Timbaud, Antoine Gaudin et moi-même. Et donc, on s'est réunis en janvier et on a donc décidé d'attribuer ce prix du mémoire. C'est très original, hein. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'événements ou de récompenses équivalentes. Le prix du master consacré donc à la transition écologique. Donc, ne jamais oublier, en mémoire de Philippe Frémaux. Philippe Frémaux, c'était, souvenez-vous, ce rédacteur en chef d'Alternative économique qui est à l'origine, hein, notamment de beaucoup de choses, mais notamment de l'Institut Veblen. Alors, le mémoire de Niels porte, je vais citer son titre très sérieux, hein, les appropriations socialement différenciées de la transition énergétique de l'industrie pétrolière. Une enquête à la raffinerie Total de Grand Puy. Et donc, pourquoi est-ce que nous avons tenu à récompenser ce mémoire? Parce qu'on a trouvé qu'il était vraiment en pleine actualité dans cette question de l'emploi, pas seulement de la quantité d'emploi, mais surtout cette question de l'anticipation ou de la non-anticipation des reconversions. Et donc, Niels apporte un regard sociologique très, très intéressant, très précis sur ce qui s'est passé à Grand Puy. Et donc, il développe une enquête. Il a fait, je pense que vous pourrez accéder aux différentes publications qu'il a faites sur le sujet. Hein. Il donne la parole aux différents acteurs. Et donc, dans notre langage sociologique, on dit qu'il fait une observation des acteurs par le bas, au lieu de regarder par le haut ce que les dirigeants ont décidé. Il regarde par le bas, il nous en dira plus tout à l'heure. Donc voilà, on a trouvé vraiment que c'était un mémoire très, très intéressant. Je vais lui remettre bientôt le prix, mais je voulais également d'abord remercier vivement Leïla Alak, qui s'est occupée pendant des années du prix Veblen. Merci pour tout ce que tu as fait, Leïla. Et puis, le jury tenait également à attribuer une mention coup de cœur. Vous savez, c'est très difficile de départager d'excellents mémoires. Je voulais vous dire qu'on en a reçu 32. On en a retenu une dizaine. Et puis, donc, on a le prix qui est donné à Niels. C'est 3 coups de cœur. Je ne sais pas si tous les rédacteurs sont dans la salle, mais donc il y a s'organiser pour la transition, l'expérimentation collective du réseau des oasis par Adèle Sulvic qui est dans la salle. Les scénarios prospectifs énergie-climat pour gouverner le futur vers la neutralité carbone, construction, circulation des expertises et enjeux de dépolitisation des scénarios transition 2050 de l'ADEME. On a merci Thomas d'être là aujourd'hui, qui représente l'ADEME, donc par Micheline Femme. Je ne sais pas si elle est là. Ah ben c'est génial. Et puis, comment créer des ponts entre chercheuses et chercheurs afin d'encourager la collaboration interdisciplinaire, application de l'approche de la Social Network Analysis au sein de l'Institut interfacultaire des transformations socio-écologiques par Alexandre Desaubry. Est-il dans la salle ? Non. Voilà. Alors écoutez, bravo à toutes et tous. Et donc j'ai le plaisir de remettre le prix à Niels. Félicitations. Merci à vous deux. Merci beaucoup Dominique pour cette présentation. Je suis très content et très honoré de recevoir ce prix. Je présenterai un petit peu plus en détail le mémoire pendant la table ronde, mais effectivement, vous avez tous les deux, à juste titre, souligné l'importance de cette question de l'emploi et du travail dans la transition écologique, parce que généralement, on s'est, dans le débat public jusqu'à il y a peu, on s'est quand même beaucoup focalisé sur tout ce qui relevait de la consommation durable, etc. Mais le versant de la consommation, c'est la production et c'est le travail. Et donc, c'est jusqu'à il y a peu un impensé. Et justement, l'Institut Veblen a joué quand même un rôle important avec 2 rapports. Je crois que Dominique les présentera plus en détail, mais sur la transition des secteurs, notamment du charbon, du gaz et du pétrole, et qui posent des questions extrêmement importantes. Donc, c'était important pour moi aussi de commencer à travailler cette question en mémoire. Je continue complètement à travailler là-dessus en thèse, vu que je commence une thèse, je suis en première année, financée par l'ADEME, justement. Et donc, je pourrais dire 2 mots aussi, mais en tout cas, c'est une question importante et je suis ravi de recevoir ce prix et d'en débattre aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors maintenant, je crois que c'est Nicolas qui prend le relais.
Et encore bravo Nils. Je suis l'autre pendant organisateur de la conférence. Pour Point Rêve écologique, pour présenter très rapidement, Point Rêve écologique, c'est un collectif d'étudiants créé en 2018 à la suite de la sortie d'un manifeste, le manifeste étudiant pour Rêve écologique, qui avait beaucoup fait parler à l'époque, qui en fait transmettait une forme de frustration de la jeunesse mise face à des évolutions de la société qu'elle ne souhaite pas, qui sont pas les futurs professionnels tels qu'on nous les promettait n'étaient pas en cohérence avec la transition écologique telle qu'on souhaiterait la voir. Et ce constat-là qu'on a fait en 2018 posait une forme de frustration qui a été transmise par ce manifeste et qui a donc créé le collectif qui s'est structuré en fait autour de 3 questions principales. La formation aux enjeux environnementaux, le travail, quelles relations face aux employeurs pour traiter des questions de transition, et la communication sur les enjeux environnementaux. Ce sont les 3 pôles historiques du collectif qui s'est ensuite pas mal agrandi sur des questions de finances, sur des questions de politique publique. Et donc en fait cette question de l'emploi dans la transition est structurante dans le collectif. Pour citer rapidement quelques travaux, dès le tout départ en fait, une des actions principales du collectif, ça a été de questionner les entreprises à travers plein de moyens différents, que ce soit par des questionnaires qui sont envoyés, en siégeant dans des comités de parties prenantes, en publiant des rapports d'analyse sectorielle, en cherchant à chaque fois pousser les entreprises à creuser ces questions de comment ils allaient opérationnaliser la transition dans leur secteur. Un autre exemple, ça peut être le radar environnement et travail, qui a été travaillé avec la CGT et le collectif, et qui permet à chaque salarié de questionner l'utilité et l'action environnementale de son entreprise. Voilà, maintenant sur la table ronde, je vais présenter rapidement les intervenants. Hélène Garner, vous êtes directrice du département Travail, Emploi et Compétences à France Stratégie. Dominique Méda, qu'on a déjà présenté. Et Pascal Quéru, vous êtes consultant depuis 2 ans à Secafi, qui est donc un cabinet spécialiste sur l'analyse financière et en particulier avec les organisations syndicales. Je vous laisse donc la parole sur une première question qui est un peu celle de quel diagnostic peut-on poser, quels chiffres peuvent permettre de donner vos travaux. Et puis on commence par Dominique Méda. Merci beaucoup Nicolas. Alors je vais faire un petit historique rapide de cette question. Si le PowerPoint marche, voilà. Donc c'est une question à la fois ancienne et nouvelle. Ancienne parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a de la destruction créatrice, qu'il y a des emplois qui sont supprimés, il y a d'autres emplois qui sont créés. Mais là, c'est d'une nouvelle actualité avec la question de la transition écologique. Et on a commencé, alors bon, peut-être il y avait des travaux importants avant, et peut-être Thomas me corrigera, mais j'ai eu envie de commencer par ces premières études un peu forte, celle de Philippe Quirion en 2013, qui s'était appuyé sur les travaux de Négawatt pour essayer de calculer, de modéliser combien d'emplois on allait pouvoir créer avec la transition écologique. Et puis là, j'avais envie de vous montrer ça. C'est une diapo. On avait fait un très grand colloque toute une journée en 2015 sur transition écologique et emploi. Thomas, tu étais là. Il y avait, vous voyez, Philippe Frémaux, France Stratégie était représenté, l'OFCE était là. Et on avait essayé moi, j'avais envie de mettre en discussion tous les modèles dont on disposait, qui nous disaient des choses sur les projections d'emploi, suppression, création, etc. On n'avait pas tellement convergé. On avait vu qu'il y avait des méthodes différentes et des projections différentes. Bon, l'ADEME fait beaucoup de travaux sur ces questions. Là, j'ai eu envie de vous montrer le travail qu'elle avait fait en 2020 sur un modèle qui
lui appartient, où là, vous voyez, l'ADEME disait qu'on allait pouvoir peut-être créer 600 000 emplois à l'horizon 2030, et avec une répartition selon les secteurs. Alors, pour vous montrer aussi les grandes différences, hein, ça c'est un scénario proposé par WWF et Ernst & Young, qui faisait également des projections à l'horizon 2030 et qui nous disait qu'on pourrait peut-être créer à l'horizon 2030 plus d'1 800 000 emplois. Tu secoues la tête, à condition d'investir beaucoup. Hein. On parlait relance et il s'agissait de faire une très grosse relance verte. Donc voilà, il y avait ce type de projection. Ça, Hélène y reviendra tout à l'heure, ce sont les projections de France Stratégie, donc je ne m'y attarde pas. Ils ont fait un scénario bas carbone très, très intéressant. Et puis je voulais mettre à côté de tout cela encore un autre scénario, un autre type de projection, cette fois-ci à 2050, qui est le scénario du Shift Project. Pour vous montrer les énormes différences. Ça, c'est un scénario, alors on a dit, il y a le scénario bas carbone de France Stratégie, où c'est un scénario un petit peu volontariste, on va dire. Celui du Shift Project est très volontariste et donc ils essayent vraiment d'arriver à net zéro et ce qu'ils montrent c'est des projections assez différentes de celles des autres puisque vous voyez que là l'idée c'est qu'on va créer 500 000 emplois dans l'agriculture à horizon 2050, on va détruire des emplois dans l'industrie automobile mais voilà vous voyez en net moins 300 000 ETP. Dans le logement on stoppera les constructions neuves et on fera beaucoup de rénovation. Et ça, c'est le dernier, mais Hélène en parlera aujourd'hui. C'est le SGPE qui vient de présenter en février sa stratégie emploi et compétences. Tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de travaux qui ne convergent pas. Et ils ne convergent pas aussi parce qu'évidemment, il faut faire d'énormes hypothèses. Il faut faire des hypothèses sur ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des relocalisations et quels vont être les investissements consentis. Bon, vous vous souvenez qu'il y a eu le rapport Pisani-Ferry, mais qu'immédiatement, le gouvernement a expliqué que ni on ferait une nouvelle taxe, ni on augmenterait notre endettement. Donc voilà, il y a plein d'hypothèses à prendre en compte. Simplement, plus encore que cette question de quantité de création et de destruction d'emplois, il faut absolument qu'on prête attention aux recompositions et aux restructurations qui vont être engagées. C'est pour ça qu'on parle depuis très longtemps d'une transition juste. C'est une notion qui est apparue aux États-Unis dans les années 70, avec cette opposition entre questions environnementales et questions sociales. C'est toujours les syndicats qui, les premiers, ont mis en avant cette question. Et vous voyez, donc, des syndicats états-uniens qui demandent en 97 une transition juste, puis ensuite le Canada, la Confédération britannique des syndicats, et le mot d'ordre, je dirais, international, vient précisément de la Confédération syndicale internationale en 2009. Je voulais m'attarder un court instant sur le rapport Parisot. C'est un rapport qui était rendu par une équipe dirigée par Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, qui s'était appuyée sur la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle notamment, pour rendre un plan de programmation des emplois et des compétences en 2019. Trois secteurs étaient regardés de près, le bâtiment, l'énergie et les transports, et un travail assez fin avait été fait pour montrer les emplois qui précisément devraient être supprimés et peut-être créés. Le rapport montrait que la transition énergétique créera peu de métiers radicalement nouveaux, mais qu'elle devrait conduire à une évolution du contenu de nombreux métiers existants, de même qu'à de nouvelles façons de travailler. Le rapport citait 4 catégories de métiers nouveaux: le conseiller énergie, l'économe de flux, l'agrégateur et l'ingénieur en génie des matériaux. Et donc, ce que disait le rapport, qui n'avait donc pas regardé tous les secteurs, c'est que l'ampleur des évolutions de compétences dans les métiers existants devrait être spectaculaire. Et plusieurs conseils étaient donnés, et on nous disait que notamment 4 dimensions nouvelles seraient essentielles: la sensibilisation des administrations, des entreprises et de leurs salariés à la transition énergétique, ça ce sont de nouveaux métiers, le développement des pratiques d'éco-conception et l'attention portée au cycle du produit, la mise en commun et la coordination des compétences, et puis la convergence transition énergétique, transition numérique. Peut-être vous avez vu qu'aujourd'hui, le rapport sur l'intelligence artificielle a été rendu, et j'ai été lire la partie qui concerne l'emploi. Eh bien, on nous dit que ça va créer beaucoup d'emplois, la transition numérique. Donc, tout va bien. Le rapport de Laurence Parisot et de son équipe donc insiste sur la nécessité d'anticiper
de faire des CV de site, de repérer les compétences collectives et individuelles. Et la question que je pose là maintenant, et puis qu'on essaiera de traiter tout à l'heure, hein, c'est de quelles institutions disposons-nous pour anticiper et accompagner ces mouvements de main-d'œuvre de la meilleure façon? Est-ce que c'est à France Travail de faire de soutenir ce processus? Est-ce que les OPCO sont suffisamment armés pour le faire? Moi, je dirais que pour l'instant, à la fois les travaux et les institutions dont on dispose sont très insuffisants, d'autant que les risques sont majeurs. Hein. Si je le disais d'un mot, je rappellerai volontiers que les restructurations du textile et de la sidérurgie dans notre pays ont été quand même assez catastrophiques, c'est-à-dire qu'on a tout simplement mis les gens de côté, on les a mis au chômage ou en pré-retraite. Et là, ce que nous dit cette note, 20 ans de plans sociaux dans l'industrie, quels enseignements pour la transition écologique, c'est qu'en effet, on n'a pas réussi et qu'en plus, il y a eu beaucoup de plans sociaux qui se sont traduits par un fort coût individuel en matière d'emploi et de salaire. Quelques rapports qui ont été néanmoins consacrés à ces questions, mais qui restent assez fragmentaires. Hein. Le RAC, le Réseau Action Climat, avait consacré des travaux à cette question avec la CFTC. C'était vraiment un rapport très intéressant. Il s'appelait tout simplement « Les reconversions professionnelles, clés de réussite d'une transition écologique juste ». Cet autre rapport réalisé par la FNH et la CFDT sur l'automobile était à la fois très inquiétant et très, très intéressant. Il rentrait vraiment dans le détail des ajustements que l'industrie automobile devait consentir. Nous avons fait à l'Institut Veblen ce rapport avec les amis de la Terre et l'Institut Rousseau, ce rapport concernant les travailleurs du secteur pétrolier et gazier en France. Je vous en dis juste 3 mots. Hein. Les personnes qui étaient interrogées savaient que le secteur du pétrole et du gaz était en crise et qu'il allait devoir s'adapter. 95% pensaient que le changement climatique était un problème très, très sérieux. Près de la moitié, vous voyez, des salariés pensaient que leur emploi était menacé par le changement climatique, mais ils étaient prêts à se reconvertir dans un autre domaine que le secteur pétrolier ou gazier. Vous voyez, 79% y étaient prêts. 43% estimaient devoir changer d'entreprise pour pouvoir se reconvertir hors du secteur pétrolier et gazier, mais, et c'est ça qui me paraît le plus important, 2/3 des répondants pensaient que les pouvoirs publics n'agissaient pas suffisamment pour leur secteur. Voilà, c'est ma dernière diapo. Ça, c'est le rapport que le RAC et l'Institut Veblen ont consacré à la question du charbon et de la reconversion du charbon. Et là encore, le rapport, il appelle certes à une prise de conscience, mais il montre combien cette question est délicate à équiper, comme on dit aujourd'hui. Voilà, c'était juste un petit rappel, et je crois que maintenant, c'est Hélène qui va nous en dire plus. Merci. Comment je sors de ton... Ah, je continue. Ok, bonjour. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Félicitations pour le mémoire. J'ai hâte de le lire intégralement, parce qu'effectivement, c'est une question qui n'est pas encore beaucoup travaillée. La question de l'appropriation de ces enjeux, et les chiffres que tu viens de citer le montrent bien, est en cours. Mais la question ensuite de la responsabilité des employeurs, parce que la table ronde, ça s'appelait « Comment impliquer les travailleurs ?» Et donc voilà, la question des entreprises, évidemment, elle est centrale. Et ce qu'on entend souvent, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, France Stratégie, c'est un organisme placé auprès du Premier ministre. On est l'héritier du Commissariat général au plan. Et historiquement, on fait de la prospective sur les questions d'emploi et de formation. On a un exercice commun avec le ministère du Travail, la DARES, sur justement la prospective des métiers. Et c'est un exercice qu'on a progressivement, sur le dernier exercice, adapté à la question de la transition écologique, qui n'était évidemment pas présente dans les premiers exercices. Ah, c'est pas dans le bon ordre. Alors attendez, c'est pas grave. Je vais passer vite et je reviendrai. Je voulais vous montrer ce que fait aujourd'hui le SGPE, pour commencer. Dominique l'a rappelé, il y a plein d'exercices qui existent de prospective. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'études qui essayent d'évaluer l'impact de la transition écologique sur l'emploi.
il y a le rapport Pisani, il y a la note du CAE, il y a les rapports que tu as cités, il y a le rapport qu'on fait, nous, Métiers 2030, je vais en parler. Le SGPE, donc c'est le secrétariat général à la planification écologique qui a été créé en juillet 2022, placé auprès de la Première ministre et qui a pour objectif de dessiner la planification écologique de la France pour atteindre la décarbonation à horizon 2050. Et donc, en parallèle des grands objectifs par secteur qu'a dessiné, élaboré le SGPE, ils ont publié en février, c'est tout récent, une stratégie emploi-compétences de la planification. C'est-à-dire, si on prend les objectifs de planification qu'a déterminé le SGPE et qu'on essaye de traduire ça en création et destruction d'emplois par secteur, ça donne ce tableau à la Mondrian où on voit que globalement, ce qu'estime le SGPE, c'est qu'on va avoir à peu près 8 millions d'emplois impactés par la transition écologique et qu'elle devrait créer environ 150 000 emplois. Donc tous les rapports convergent, Dominique l'a dit, sur le fait que l'impact global, il est à la fois relativement limité et plutôt positif, avec quelques écarts, mais ça, c'est le message global. Après, derrière ce constat qui pourrait paraître plutôt confiant, en fait, il y a d'énormes réallocations inter- et intrasectorielles. Alors, les chiffres varient. Le Shift, par exemple, estime qu'il y aura 1 100 000 emplois créés, 800 000 détruits. Donc, à la fin, il n'y en a que 300 en plus, mais voilà. Et donc, le SGPE estime qu'au total, ce sera 150 000, mais il va y avoir des variations. Les hypothèses qu'évoquait Dominique, c'est central. C'est pour ça qu'il y a plein de projections différentes, en fait, parce que ça dépend des hypothèses qu'on retient, notamment sur la sobriété, sur la transformation des modèles productifs. Ça, c'est les hypothèses du gouvernement aujourd'hui, les objectifs de la planification. Sur l'agriculture, par exemple, c'est très peu volontaire. C'est-à-dire qu'on aura une stabilité, en gros, de l'agriculture. Dominique a montré tout à l'heure les chiffres du Shift qui sont hyper volontaristes avec un développement croissant de l'agroécologie, du maraîchage. Du coup, ça crée 500 000 emplois. Là, ce n'est pas l'hypothèse retenue. On a une légère baisse de l'industrie dans ces objectifs d'emploi. Je parle légère baisse d'emploi dans l'industrie. On verra avec la réindustrialisation, elle n'est pas prise en compte. Une croissance dans le secteur de l'énergie, notamment du fait de l'électrification des bioénergies. Une croissance dans le bâtiment, c'est la rénovation énergétique qui tire. Et une croissance dans les transports. Mais la croissance globale dans les transports, elle masque une baisse dans le transport routier, une augmentation du transport ferroviaire. Le SGPE, il définit ses objectifs en lien avec les investissements aussi qui sont derrière. Donc, c'est la vision... ah oui, alors du coup, comme ce n'est pas dans le bon sens, je vais vous faire un peu de... ça, c'est la vision pour l'ensemble des secteurs. Cette vision nationale, elle est déclinée au niveau territorial. Donc ça, c'est le SGPE qui, aujourd'hui, a défini pour chaque région, il a décliné les objectifs nationaux par région. Et donc, chaque région sait de combien elle doit baisser ses émissions par secteur. Ce sont ce qu'on appelle les COP régionales qui ont été lancées à la fin de l'année et qui sont conduites sous la direction à la fois du préfet de région et du président de région. Les feuilles de route par région qui déterminent les feuilles de route pour atteindre la neutralité carbone à 2050 et d'abord 2030, c'est à l'été normalement. Donc on verra comment ça se déploie. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de remontées. Alors, ça fait un peu... Ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement ce qu'on fait à France Stratégie. Donc ça, c'est notre prospective, avec nos hypothèses. Ça s'appelle Métiers 2030. En fait, le scénario bas carbone qu'évoquait tout à l'heure Dominique, c'est le scénario dans lequel on atteint la stratégie nationale bas carbone 2. Donc, on n'a pas encore la 3. Donc, si on considère, c'est en ça que c'est volontariste, si on considère qu'on atteint à 2030 les objectifs de la SNBC2, alors l'impact sur les créations d'emplois, c'est les carrés en bleu et le scénario de référence. Le scénario de référence, c'est sans atteindre les objectifs de la SNBC2, c'est simplement les mesures votées quand on a fait la projection. Et donc, avec les mesures votées, on les atteint pas. On n'atteint pas les objectifs, il faut être clair. Donc, l'objectif volontariste de les atteindre, on voit que l'impact majeur, c'est sur le secteur de la construction et activités immobilières, activités scientifiques, techniques et de soutien, et un petit peu sur les transports et l'agriculture. Là encore, nous, on fait des hypothèses très sobres, très minimalistes sur l'agriculture. C'est-à-dire qu'on arrête le déclin qu'on avait observé depuis 40 ans et on met un peu d'agroécologie et donc ça réduit
ça freine un peu la descente. Mais voilà, ça c'est l'hypothèse qu'on a retenue. Pour vous dire que tout ça est sujet évidemment à discussion, à choix politiques, et derrière c'est des choix de société. L'ADEME a fait 4 scénarios de transition 2050 qui montrent bien qu'en fait on peut atteindre la neutralité avec des choix très différents, de sobriété, de technologie, de frugalité, et chaque projection montre ça. Du coup, les secteurs chez nous, le plus impacté, c'est le bâtiment. C'est ça qui tire les créations d'emplois dans notre projection à 2030. Et logiquement, nous, on descend à la maille des métiers. C'est les métiers du bâtiment qui sont les plus impactés, et notamment les ouvriers qualifiés du bâtiment et les ouvriers du gros œuvre et second œuvre. Aussi les métiers de cadre, et ça, c'est peut-être un point à souligner. On s'est interrogé, est-ce que la transition écologique, elle va détruire des emplois d'ouvriers, créer des emplois d'ingénieurs et de cadres, ou l'inverse? En fait, globalement, on estime qu'il y a beaucoup d'emplois d'ouvriers qui vont être créés, mais aussi qui vont être détruits, notamment dans les secteurs très carbonés, et pareil pour les cadres. Donc, ce qu'on anticipe, mais là, ce sera à voir, c'est que la polarisation du marché du travail, elle va pas tellement changer, la structure de la qualification, elle va pas tellement changer avec la transition écologique. Une question importante, il faut que j'aille peut-être un peu plus vite, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est des métiers pour lesquels il y a déjà des tensions. Et donc, c'est l'anticipation qui est hyper importante parce qu'effectivement, ça va créer des emplois, ça va en détruire. Toute la question, c'est comment on va accompagner les gens des secteurs qui vont perdre des emplois vers les secteurs porteurs. Les secteurs porteurs, aujourd'hui, les ouvriers qualifiés dans le bâtiment, c'est déjà des secteurs en tension. Donc, on a déjà des problèmes de recrutement. Et on anticipe qu'on va avoir besoin de main-d'œuvre. Parce que quand on dit création d'emplois, on n'est pas sûr qu'on aura la main-d'œuvre nécessaire pour atteindre ces objectifs. Donc là, je vous montre tous les déséquilibres qu'on anticipe à horizon 2030 par métier. Et on voit que dans les métiers les plus concernés par la transition écologique, on anticipe des tensions. Autre difficulté, l'impact il est différencié selon les régions. Là, je vous ai mis l'exemple pour les ouvriers qualifiés du second œuvre dans le scénario bas carbone. Donc, ça va créer beaucoup d'emplois, la transition écologique, du fait de la rénovation, mais pas exactement partout, parce que les besoins en rénovation, ils ne sont pas exactement les mêmes dans toute la France. Donc, ça va dépendre du bâti, de son ancienneté, de son état, mais aussi du climat. Et donc, par exemple, en Île-de-France, où il y a beaucoup de passoires thermiques, il y a beaucoup de besoins de rénovation, donc on va avoir besoin de beaucoup d'ouvriers. Et on a déjà des problèmes de recrutement d'ouvriers qualifiés dans le bâtiment en Île-de-France. Donc, ce qu'on anticipe, c'est que pour plus de la moitié des métiers qui sont les plus concernés, qui vont être les plus créateurs, on va avoir d'énormes difficultés de recrutement. D'où l'anticipation et l'accompagnement des reconversions qui est absolument essentiel. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des emplois de créer, mais pour l'instant, on ne sait pas qui va les occuper. Et donc, c'est un double enjeu, hein, évidemment social, mais aussi pour atteindre nos objectifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à faire la rénovation énergétique des bâtiments aujourd'hui, notamment, alors il y a des problèmes d'investissement et de main-d'œuvre. Et je vais aller plus vite. Et je vais m'arrêter après. Non, voilà, je m'arrête parce que c'est après. Ça, c'est les grands messages que je viens de vous dire. Un impact faible, peu de nouveaux métiers, Dominique l'a dit tout à l'heure, et des réallocations inter- et intrasectorielles à anticiper. Merci. Merci Pascal, tu restes... Oh, je peux me lever. J'ai pas prévu. Alors, voilà. Moi, j'ai pas prévu de slide, donc... merci pour l'invitation déjà. Moi je travaille dans un cabinet qui accompagne les représentants du personnel, notamment dans les questions de restructuration, pas exclusivement, mais notamment là-dedans. Et donc vous m'avez demandé de parler sur la question du rôle des représentants du personnel dans ces situations-là. J'ai envie de distinguer 3 secteurs d'activité dans lesquels on a des typologies différentes. D'abord, des secteurs qui sont confrontés aux questions d'énergie depuis très longtemps. On peut penser à la sidérurgie, à la chimie, enfin une partie de la chimie du moins, au ciment par exemple, et qui donc sont préoccupés des questions énergétiques avant de se préoccuper des questions d'émissions de CO2, hein, mais qui l'ont fait depuis très longtemps. Et en fait, le CO2, il est arrivé là-dedans un petit peu dans la même logique, parce qu'en général, les émissions de CO2, elles sont très liées à aux émissions d'énergie, hein, si on met de côté l'électricité, mais sur les autres énergies, c'est très émetteur de CO2.
Et donc là, on a des industriels, mais aussi des représentants du personnel, des salariés, qui ont complètement intégré ces questions-là, avec un dialogue social qui s'est souvent emparé de ces questions-là. D'ailleurs, Dominique, elle évoquait la question du concept de transition juste qui a été créé aux États-Unis. Ça a été créé par un syndicaliste qui s'appelait Tony Mazzocchi, qui était le leader du syndicat nord-américain de l'ensemble chimie, pétrole, gaz et nucléaire. Donc vous imaginez bien que lui, il était confronté aux questions, hein, et il a inventé ce concept de transition juste en réponse au patronat américain qui faisait un chantage à l'emploi, en fait, qui faisait un chantage à l'emploi au gouvernement américain en leur disant « si vous nous mettez des normes environnementales trop fortes, on va délocaliser ». Et donc lui, pour sortir de ce cul-de-sac-là, il a conçu ce concept de transition juste. Bon, voilà. Donc, d'abord, ce type de secteur industriel où ces questions de transition et de transition, je dirais, sont pris à bras-le-corps par les différents acteurs. Deuxième type de secteur, des secteurs dans lesquels la transition, elle leur est un petit peu tombée dessus beaucoup plus récemment. Un bon exemple, à mon sens, c'est l'industrie automobile. L'industrie automobile, elle s'est peu préoccupée des questions de transition pendant longtemps. Sans doute qu'un des tournants, ça a été le Dieselgate en Europe. Et dans la foulée, en fait, il y a eu un fort développement vers l'électrification de l'industrie automobile. Mais la reconversion de l'industrie automobile, elle est encore largement devant nous. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie automobile, elle produit énormément de SUV qui ne sont pas du tout adaptés, même quand ils sont hybrides, voire électriques, qui ne sont pas du tout adaptés à la transition. Et donc devant nous, ce qu'on a, c'est une industrie automobile qui va devoir produire, en Europe en tous les cas, des véhicules beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, beaucoup moins nombreux aussi. Et donc vous voyez bien, quand vous additionnez moins de véhicules et des véhicules plus petits, mais aussi moins chers, hein, ça veut dire un chiffre d'affaires beaucoup plus réduit, des marges beaucoup plus réduites et moins de salariés. Et donc dans des secteurs de ce type-là, qui sont un peu dans l'urgence, le dialogue social autour de la transition, il est beaucoup plus difficile. Parce que dans l'urgence, ce qu'on constate, c'est quand même que les représentants du personnel, ils ne sont pas associés, ou peu associés, vraiment très peu associés aux décisions des entreprises. Et enfin, une troisième typologie, je dirais, sont les activités économiques qui se sentent assez éloignées des questions de la transition. En tous les cas, pas concernées directement. Qui se disent, bah, nous, nos activités, finalement, on n'est pas des industriels émetteurs de CO2 directement. Typiquement, on va avoir tout le secteur financier, les banques, l'assurance, mais aussi, par exemple, les cabinets de conseil pour les entreprises. Parce que, en fait, ces entreprises-là, l'essentiel de leurs émissions de CO2, elles sont dans leur scope 3. Et quand elles font leurs émissions sur les scopes 1 et 2, elles ont des émissions qui sont faibles. Et donc, elles se préoccupent peu, voire pas, on le voit bien avec le secteur bancaire, de leurs émissions en scope 3. Et ce qu'on va avoir dans ce secteur-là, c'est des entreprises qui vont souvent dans... on parle de grosses entreprises qui ont des gros moyens, et donc qui ont souvent une communication autour de ce qu'elles font, une communication qui est très élaborée, mais qui tend souvent à masquer la réalité de leurs actions. Typiquement sur les banques, vous voyez, beaucoup de banques françaises, mais pas que, hein, insistent sur le fait qu'elles n'investissent plus dans le charbon, enfin elles vont arrêter d'investir dans le charbon en 2030, dans le périmètre OCDE, et en 2040, dans le périmètre hors OCDE. Or, on sait bien que la quasi-totalité des investissements dans le charbon aujourd'hui, ils sont hors périmètre OCDE. Donc, en fait, le jalon à 2030 dans l'OCDE, il ne veut rien dire. En réalité, elle se donne un jalon à 2040, c'est-à-dire dans 16 ans.
Ah oui, pardon. Donc, Wojtek me demande de rappeler ce que sont les scopes. Le scope 1, ce sont les émissions directes de l'entreprise. Par exemple, si vous êtes une usine, vous avez besoin d'énergie, votre énergie, vous brûlez du fuel, admettons, votre fuel, il émet du CO2 directement. Votre scope 2 seront les émissions indirectes liées aux énergies que vous utilisez, notamment l'électricité, par exemple. Vous achetez l'électricité, et donc le scope 2 est chez le producteur d'électricité. Et le scope 3, ce sont les émissions aval ou amont de vos activités. Donc, typiquement, si vous êtes Total Energy, vous produisez du pétrole, le scope 3, ça va être le carburant qui est brûlé dans les voitures. Vous n'êtes pas propriétaire des voitures, donc ce n'est pas dans votre scope 1 ni dans votre scope 2, c'est dans votre scope 3. Et donc le secteur financier, il a un scope 1 et 2 qui est ridicule à côté du scope 3. Donc si vous ne regardez pas son scope 3, ou si, quand vous êtes un dirigeant bancaire, vous ne vous préoccupez pas du scope 3, en fait, vous ne vous préoccupez pas de 90, 95, 98% de vos émissions, en réalité. Donc, dans ces secteurs-là, le dialogue social autour des questions environnementales, il est souvent assez difficile, parce que s'il est ambitieux, il se heurte assez frontalement aux stratégies des entreprises. Et en plus, il peut aussi se heurter régulièrement à une partie des salariés. Il peut y avoir des tensions assez fortes au sein même des salariés. Ensuite, dans ce cadre-là, comment dépasser les obstacles autour des transitions, de la transition écologique et des questions d'emploi. Pascal Pascal, on va peut-être laisser cette seconde partie pour la partie 2. Je m'arrête là, alors. Merci beaucoup. Je savais pas bien. Et Nils, sur tes travaux de mémoire de master, que nous disent-ils sur les questions d'emploi et transition écologique? Oui, merci beaucoup pour toutes ces présentations. C'est assez juste de venir après Pascal, parce qu'effectivement, ce que j'ai observé va en partie dans le sens de ce que tu observes, et en tout cas, la façon de poser la question est assez proche. Pour resituer, donc, je vais présenter un peu le mémoire, mais le mémoire répond complètement à ces questions-là. J'y présente les résultats d'une enquête menée à la raffinerie de Grand Puy, en Seine-et-Marne. Cette raffinerie, c'est une raffinerie Total Énergie. C'était encore, au moment de l'annonce et du début de la reconversion, c'était encore Total à l'époque, et passé Total Énergie peu de temps après. Donc c'est en septembre 2020, Total annonce la fermeture des unités de raffinage à Grand Puy. Donc Grand Puy, c'est en Seine-et-Marne, pour faire une plateforme zéro pétrole à l'horizon 2024, où l'idée, c'est de faire des biocarburants, donc des biojets, pour donc faire de l'agrocarburant pour les avions, de faire du bioplastique et de faire du recyclage chimique des plastiques. Le projet a un petit peu bougé depuis, où il y a eu un abandon du projet de bioplastique, pour diverses raisons, je ne vais pas forcément développer ici. Et là, il y a l'ajout d'un méthaniseur agricole et d'unités de recyclage mécanique des plastiques. Et il y a aussi un grand champ de panneaux solaires qui est fait. Mais donc cette reconversion, elle s'est accompagnée de suppression d'emplois. Alors il y a une bataille de chiffres entre la direction de Total, qui va plutôt parler de 250 suppressions d'emplois, donc 100 de mémoire, je crois, c'est 150 suppressions d'emplois directes et 100 indirectes, parce qu'en fait c'est des sites où il y a beaucoup de sous-traitants, donc il y a aussi des suppressions d'emplois chez les sous-traitants, alors que certaines organisations syndicales parlent de 700 suppressions d'emplois avec des méthodes de calcul différentes. Et en tout cas, il y a eu, à la suite de cette annonce, il y a eu une grève d'1 mois et demi menée par différentes organisations syndicales, donc principalement la CGT, la CFDT et Force ouvrière. Et donc à la fin de cette grève, il n'y a pas eu de modification du projet, et sur tous les emplois supprimés, il y en a seulement 13 qui ont été ajoutés. Ce qu'on peut dire sur la transition de la raffinerie Grand Puy, c'est qu'elle a été décidée plutôt par le haut. Les salariés du site n'ont pas du tout eu leur mot à dire, et même les organisations syndicales ont été vaguement consultées, ont eu un avis à émettre, mais un avis qui n'était absolument pas contraignant.
Et donc, en fait, ce qui rejoint ce que tu disais sur le fait que en fait, les organisations syndicales et les salariés sont assez peu, en tout cas, moi, dans ce que j'observe à Grandpuits et chez Total, très peu associés aux décisions en ce qui concerne l'avenir de l'industrie et les éventuelles reconversions. Donc, pourquoi poser quand même la question des salariés là-dedans? Bon, parce qu'effectivement, ça pose des questions, enfin, avant tout, ça pose des questions de justice sociale et de transition juste comme on l'évoquait jusque-là. Et cette transition, elle a des effets très concrets sur les salariés parce que leur avenir professionnel, il est quand même touché. Il reste déjà... Donc, pour revenir peut-être très rapidement sur les suppressions d'emplois, une spécificité de Total, c'est qu'il n'y a pas de licenciement. Et c'est plutôt soit des départs en pré-retraite, soit des mutations sur d'autres sites, etc. Mais à l'avenir, ça fait qu'il y a moins d'emplois sur le site et donc, in fine, moins d'emplois au total, mais il n'y a pas de licenciement direct. Mais donc, ça a quand même des effets où les salariés doivent changer de métier, en partie se reconvertir, ou changer d'entreprise, ou partir en pré-retraite. Donc, dans tous les cas, ça a des effets. Et donc, comme disait Dominique, l'approche que j'ai abordée, c'est une approche d'observer la transition écologique par le bas, dans la continuité de travaux qui souligne qu'observer les pratiques, comportements et représentations des acteurs ordinaires comme les salariés ou les syndicats, c'est observer la transition énergétique en train de se faire. Donc j'ai étudié les appropriations socialement différenciées de cette transition par les salariés et les organisations syndicales, où il s'agissait d'aussi regarder, questionner la transition d'une grande entreprise comme Total, qui se revendique aujourd'hui, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise de dire que c'est un acteur majeur de la transition énergétique, alors qu'elle a encore énormément d'activités dans le pétrole, le gaz, etc. Et c'est donc de voir un petit peu, au-delà de la stratégie de l'entreprise qui est aussi souvent commentée, de voir un petit peu chez les salariés qui n'ont pas voix à cette stratégie mais qui sont quand même impactés, comment ça se passe. Donc pour commencer, toujours dans la continuité de la présentation de Pascal sur les syndicats, on perçoit généralement les syndicats dans le débat public comme des acteurs plutôt antagonistes à la transition écologique. On les représente. En tout cas, on pourrait avoir l'idée que c'est des acteurs qui défendent seulement l'emploi et qui n'ont pas grand-chose à faire de la transition écologique, qui prioriseraient la défense des salariés. Mais de fait, dans de nombreux cas, et notamment dans celui de la raffinerie Grandpuits que j'ai étudié, ils sont confrontés à ce qu'on appelle le dilemme emploi et environnement, dans lequel ils doivent faire face à des suppressions d'emplois qui sont opérées au nom de la transition écologique. Donc comment c'est très délicat comme position, tant pour les salariés, mais aussi pour les représentants du personnel. S'ils veulent aborder la question de la transition, ils peuvent vite avoir peur que les emplois soient en jeu. Et donc le mémoire, il remet un petit peu en question cette idée d'un antagonisme syndical de fait, des syndicats vis-à-vis de la transition écologique. Et j'ai observé, comme dans beaucoup d'autres travaux sur la question, c'est pareil, c'est des travaux qui émergent ces dernières années sur une variété, une complexité des attitudes syndicales à l'égard de la transition énergétique du raffinage. L'idée, c'est de comprendre comment est-ce que les positions des syndicats se construisent les unes par rapport aux autres. Et donc, il y a des logiques distinctes de prise en compte des questions environnementales dans les organisations syndicales présentes sur le site. Sur les 4 organisations, il y a les 3 que j'ai citées. Il y en a une en plus qui est la CFE-CGC, qui est le syndicat des cadres et de l'encadrement. J'ai juste pas pu avoir Force ouvrière, donc je ne mentionnerai pas. Au niveau de la CFE-CGC, la branche pétrole, elle peut critiquer les modalités de mise en œuvre de la transition, avec notamment les suppressions d'emplois et le manque d'anticipation. Mais en ce qui concerne vraiment les orientations productives et les technologies employées, les pistes alternatives, enfin les pistes proposées par Total, sont plutôt en adéquation, et même le syndicat, dans différentes organisations comme dans le CSE ou dans les commissions stratégiques de l'entreprise, va plutôt inciter Total à aller plus rapidement vers ce type de transition, donc plus rapidement vers l'agrocarburant, vers les bioplastiques. Et même il y avait, peu de temps avant l'annonce officielle de la reconversion, il y avait une note qui monte de la CFE qui disait qu'il fallait plutôt aller vers ces pistes-là à Grandpuits. Au niveau de la CFDT, on a assez peu de positionnement sur ces questions-là, ce qui est un peu étonnant quand on travaille sur le syndicalisme et l'environnement, parce que, pour dire un mot rapide, il y a des travaux historiques qui montrent que dans les années 70, la CFDT était assez à la pointe sur ces questions-là, notamment en ce qui concerne le nucléaire. Il y avait beaucoup de réflexions. Je ne sais pas si c'est... Il y avait beaucoup de réflexions sur quel développement énergétique il fallait en France, alors que là, il y a peu de positions, et quand la CFDT locale se positionne, c'est plutôt dans une logique de concurrence locale à la CGT. Pourquoi ? Parce que la CGT, il y a eu une alliance en fait, entre la CGT et des organisations écologiques comme Greenpeace ou les Amis de la Terre, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de greenwashing de Total dans ce projet, et qui ont travaillé à élaborer un projet de reconversion alternatif.
n'a pas forcément abouti pour différentes raisons, notamment par rapport à des difficultés d'avoir des compétences d'ingénieurs pour penser ces questions-là. Ils avaient fait un partenariat avec l'Institut Négawatt, mais qui est aussi très sollicité. Mais en tout cas, il y avait cette idée de réfléchir à un modèle de transition alternatif à celui porté par Total. Donc on voit qu'il y a quand même différentes façons de prendre en compte la transition, et c'est pas tant d'être pour ou contre la transition, mais pour quelle transition. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options de transition possibles, et c'est un sujet qui peut être conflictuel localement. Et donc au niveau des salariés, la question que je me suis posée, c'est est-ce que travailler dans le pétrole, ça prédispose à défendre la production et la consommation de pétrole ? Et donc si l'ensemble des salariés interrogés, ils défendent l'idée qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se passer de pétrole, et que voilà, ça prendra du temps d'en sortir, c'est loin d'être systématiquement des ardents défenseurs du pétrole. Il y a aussi de l'argument qui a avancé que fermer une raffinerie aujourd'hui, si on ne baisse pas le niveau général de consommation de pétrole, c'est faire des raffineries, puisque Total aussi ouvre en partenariat avec des grandes compagnies saoudiennes comme Saudi Aramco, des énormes raffineries en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays où les normes sociales et environnementales sont plus faibles. Donc, c'est-à-dire que si on ferme des raffineries en France, il n'y a pas moins de pétrole, il est juste raffiné ailleurs. Et ce qui peut poser la question, est-ce que ce n'est pas plus polluant de le raffiner ailleurs qu'en France? En tout cas, la façon de sortir à terme du pétrole ne fait pas consensus parmi les salariés. Certains sont en phase avec la transition énergétique opérée par Total. Ça va plutôt être les cadres et les techniciens. Ça, c'est encore, voilà, c'est pas les acteurs que j'ai le plus interrogés, mais c'est ce que j'observe pour l'instant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je continue le travail de recherche en thèse et j'aurai d'autres choses là-dessus. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une différence de position hiérarchique où les cadres sont plutôt favorables à ce que fait Total, alors qu'au niveau des ouvriers, il y a plutôt une réticence assez globale à l'idée que Total va dans le bon sens avec ces projets-là, et partie parle de greenwashing, ou en tout cas ils sont assez sceptiques sur le fait que ces solutions sont réellement écologiques. Et même parmi les ouvriers que j'ai interrogés, c'est là où j'ai le plus interrogé de personnes, il y en a qui pensent qu'il faut sortir du pétrole assez rapidement, ou qu'il faut drastiquement réduire sa production, alors que d'autres peuvent être un peu plus distants de ces questions-là, ou peuvent même être beaucoup plus défenseurs du pétrole. Voilà pour les grands résultats. Je sais que c'est assez rapide, mais en tout cas, ça montre qu'il y a quand même une complexité des appropriations de la question, et les grands résultats, c'est les salariés et syndicats ne sont pas systématiquement opposés, mais ils ne sont pas systématiquement en défense non plus de la transition, et c'est surtout quelle transition est-ce qu'ils défendent. Voilà. Je ne sais pas à qui je passe la parole pour la suite. Merci beaucoup Nils, et merci à tous les intervenants pour cette première table ronde. On avait prévu de prévoir une question sur justement, parmi tous les verrous qu'on a évoqués, comment essayer de les lever. Alors Pascal avait un bout de présentation que j'ai coupé, tu peux le reprendre. Et peut-être que si d'autres intervenants ont des choses à ajouter, mais on laissera quand même du temps pour les questions de la salle. J'ajouterai si je peux. Alors, en vous écoutant tous les quatre, alors ce qui sort, c'est quand même le risque de fragmentation, c'est-à-dire le marché du travail. Et déjà, on voit des fragmentations avec des conditions d'emploi extrêmement différentes. C'est une tendance de fond depuis 30 ans, en France comme ailleurs. Est-ce que la transition écologique vient s'ajouter à cette tendance, la renforcer encore? Et dans ces cas-là, est-ce que vous le voyez dans les entreprises? Est-ce que la résistance peut s'expliquer aussi par ça? Et surtout, que faire? C'est-à-dire, quelles sont les solutions à ça? Parce que si l'emploi disparaît dans la raffinerie et apparaît dans les bâtiments, ce n'est pas les mêmes types d'emplois. Donc, est-ce que, donc, comment vous voyez ces problèmes-là déjà? Est-ce que vous y reconnaissez? Et ensuite, quelles sont les solutions que vous pouvez... Enfin, vous avez évoqué, Dominique a évoqué l'étude avec l'Irak sur le gazier, sur les secteurs gaziers et parapétroliers. Je me souviens très bien dans les questionnaires sur les inquiétudes des salariés, c'était... Tu as donné la moyenne, mais cette moyenne cachait un écart extrême entre les ingénieurs d'un côté, qui bossaient souvent pour des entreprises ailleurs, en fait, c'était des PME françaises mondialisées qui travaillaient pour Dubaï, etc., et puis les salariés des raffineries. Et donc, c'était deux mondes à part, avec des inquiétudes à part, avec le même... La bonne nouvelle, c'était qu'il n'y avait pas de négationnisme climatique là-dedans. C'est ça qu'il faut reconnaître. En même temps, les difficultés sont objectivement énormes. Donc, comment vous voyez ça dans la transition écologique? Alors, je pense que chacun pourra dans l'ordre que... Et ensuite, on va donner la place.
Alors, déjà, il me semble intéressant de rappeler que les transitions, bon, il y a celles liées à la transition écologique, les transitions d'emploi, hein, j'entends, elles n'ont pas que des spécificités, c'est-à-dire elles ont aussi des invariants qu'on retrouve. Dominique évoquait les transitions dans la sidérurgie ou dans le textile, les difficultés liées aux transitions dans l'emploi, c'est que déjà les destructions et les créations d'emplois, le plus souvent, elles ne sont pas dans un même groupe. Ce serait plus simple, hein, voilà. Mais en général, ce n'est pas le cas. En plus, elles n'ont pas lieu au même moment. Donc elles sont décalées dans le temps. Elles sont généralement pas au même endroit. Or, les salariés qui perdent leur emploi, ils vont chercher un emploi le plus rapidement possible et autant que faire se peut, en proximité de là où ils vivent. Donc là, on voit bien qu'on a beaucoup de zones de friction. Si toute une partie de l'ancien bassin sidérurgique français est encore sinistrée aujourd'hui, enfin encore en difficulté, disons aujourd'hui, presque 40 ans après les restructurations, c'est aussi parce que les emplois n'étaient pas là-bas et qu'au moins une partie des gens n'ont pas souhaité déménager pour des raisons qui les regardent. Donc on a déjà ça, qui est un invariant des difficultés dans des transitions d'emploi. Et ensuite, on a des spécificités liées à la transition écologique. Wojtek, tu y faisais référence. C'est-à-dire qu'il y a souvent les emplois qui sont détruits sont beaucoup détruits dans des secteurs industriels organisés, on dirait, hein, notamment syndicalisés, mais pas que. Et beaucoup sont créés dans des secteurs beaucoup moins industriels. Lorsqu'on a parlé des scénarios, on a évoqué le secteur du bâtiment, on a évoqué le secteur de l'agriculture. Dans le scénario du Shift Project, il y a aussi beaucoup d'emplois, enfin moins que dans l'agriculture ou dans le bâtiment, mais il y en a quand même beaucoup autour du vélo, par exemple. Et la spécificité de ces types d'emplois et de ces secteurs, c'est que ce sont des entreprises de petite taille, un emploi très éclaté, avec aujourd'hui, en tous les cas, en moyenne, il y a des exceptions, mais en moyenne quand même, des conditions de travail qui sont globalement plus difficiles qu'ailleurs, des salaires qui sont globalement inférieurs à ce qu'on trouve ailleurs. Et donc globalement, des emplois qui sont quand même, quand on les présente comme ça, peu attractifs. Et avec en plus, il faut y ajouter, hein, je pense que, je serais intéressé de savoir ce que Niels il en pense, mais des questions aussi de collectif de travail. C'est-à-dire par exemple, vous voyez, si vous êtes chez EDF, donc on reste dans le groupe EDF, mais vous passez d'une centrale nucléaire, donc un collectif de travail peut-être de 500 salariés à peu près, où les gens se connaissent depuis très longtemps, faible turnover, il y a vraiment un collectif de travail très fort. Vous restez chez EDF, mais vous devenez, dans la filiale d'énergie renouvelable, vous faites de la maintenance des éoliennes. Et vous êtes toute la journée tout seul dans votre véhicule et vous passez d'un champ d'éoliennes à un autre champ d'éoliennes. Vos conditions de travail, elles ont rien à voir, hein. Même si votre salaire a été maintenu, même si, etc., le bouleversement de conditions de travail que vous vivez, il ne vous donne peut-être pas envie. Il y a peut-être des gens à qui ça correspond, mais il y en a aussi à qui ça ne va pas du tout correspondre. Et donc, il y a ces questions-là à adresser pour traiter des questions spécifiques de la transition écologique. Moi, il me semble qu'un des gros trous dans la raquette qu'on a, c'est celui du dialogue social. Parce que, par exemple, par rapport aux petites entreprises du bâtiment ou du secteur agricole, disons, hein, on pourrait imaginer avoir des accords de branche, parce que des accords d'entreprise, ça semble peu pertinent, mais des accords de branche qui reconstruiraient un tissu intéressant pour les salariés. Au-delà du salaire, sur les questions d'avantages sociaux au sens large, sur les questions de formation aussi.
Et aussi, pourquoi pas, de plan de carrière. Hein, parce que quand vous êtes dans une entreprise de 4 salariés, c'est difficile d'envisager un plan de carrière. Même si on est sur des métiers où on sait que globalement, les gens ne vont pas faire le même métier toute leur vie, mais quand même si vous restez 10 ans dans une activité, vous n'avez peut-être pas envie de faire 10 ans exactement la même chose. Donc là, on pourrait imaginer au niveau des branches d'activité des accords un peu innovants, hein, un peu disruptifs, comme dirait l'autre, sur ces questions-là. Autre chose, pour les grandes entreprises, pardon, dernière chose, oui, sur les grandes entreprises, mais toujours dans le domaine du dialogue social, je pense que la question de la gouvernance des entreprises et la place des salariés dans la gouvernance des entreprises, là aussi, on a beaucoup de choses à faire. Sans être une panacée, je pense que le modèle de cogestion à l'allemande, par exemple, il devrait être une source d'inspiration. On va aller assez vite maintenant si on veut laisser la parole à la salle. Hein. Peut-être trois mots. Premièrement, il me semble qu'il faut qu'on continue, et c'est ce que fait le SGPE, mais dans notre capacité à construire un plan et un plan de plus en plus précis. Et il faut qu'on fasse un mot qui était banni jusqu'à maintenant, mais qui revient de l'aménagement du territoire, parce qu'il y a des marchés internes, c'est-à-dire vous pouvez essayer d'organiser vos transferts de main-d'œuvre à l'intérieur d'un grand groupe, mais il y a aussi des gens qui ne vont pas le faire à l'intérieur du groupe, donc il faut qu'on soit capable d'organiser, comme le disait Pascal, ces transferts de main-d'œuvre sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, il faut sans doute qu'on prenne un certain nombre de décisions. On a parlé tout à l'heure d'hypothèses. Hélène disait il y a beaucoup d'hypothèses différentes, mais en effet, il faudrait quand même qu'on se décide à savoir si on veut relocaliser une partie de notre production ou pas. On parle des produits pharmaceutiques, on parle des panneaux solaires, enfin, que sais-je. Est-ce qu'il ne faut pas, là, qu'on se donne les moyens de relocaliser une partie de notre production et de savoir aussi où on va l'installer sur l'ensemble du territoire. Il faut qu'on soit capable, donc, maintenant, d'anticiper, et c'est dommage que Pascal ait parlé avant moi, parce que j'avais envie de lui poser la question des CV de site. À un moment, on a présenté cet outil comme un peu un outil miracle, c'est-à-dire, quand il y a des reconversions qui sont prévues, il faut qu'on aille faire une cartographie des compétences, à la fois des compétences collectives et des compétences individuelles, pour savoir comment on va ensuite, juste en ajoutant un petit module de formation, pouvoir permettre à la personne en question, sur le même territoire ou un territoire avoisinant, d'aller prendre un poste pas hyper différent. Et puis donc, ça pose la question de l'accompagnement. Qui est-ce qui est capable de faire ce travail? C'est vraiment la question essentielle. Est-ce que ce travail va être fait par France Travail? Moi, je ne crois pas que France Travail est là ou est capable de faire ce travail très très fin de coordination et d'accompagnement. Il y avait eu à l'époque, il y a assez longtemps, un groupe de syndicalistes et d'associations environnementales qui, en Angleterre, avait écrit un certain nombre de textes. Le projet s'appelait 1 Million Climate Jobs, 1 million d'emplois pour le climat, et il s'agissait de mettre en place une sorte de service public du climat qui aurait pris les personnes qui étaient dans les secteurs menacés, qui les aurait reformées et qui les aurait remis au service des entreprises ou du secteur public qui développeraient les nouveaux emplois. Voilà, moi j'aimerais juste poser cette question-là. De quelles institutions avons-nous besoin? À mon avis, il faut des institutions ad hoc pour accompagner sérieusement cette transition. Et juste pour finir, oui, je crois qu'en effet, la question du dialogue social et surtout de la consultation et de la participation des salariés aux grandes orientations stratégiques est absolument déterminante. Hein. Je crois aussi qu'il faut aller vers un modèle de codétermination, un modèle où il y a plus de pouvoir qui est donné aux salariés. Le problème, c'est que quand on regarde les enquêtes dont on dispose sur les conditions de travail en Europe, on s'aperçoit que la France est une des plus mal placées sur cette question, c'est-à-dire que c'est en France que les salariés sont le moins consultés quand on réforme, révise, revoit leur travail ou quand on prend des décisions qui concernent leur travail.
on va être rapide. Il y a la responsabilité de tout le monde, effectivement. C'est une bonne question, les institutions dont on a besoin. Alors, l'État ne fait pas rien, mais l'État ne peut pas tout, comme dirait l'autre. Et du coup, il y a des dispositifs qui ont été tentés. La loi climat résilience, elle a donné beaucoup plus de pouvoir aux syndicats. Plus de pouvoir, en fait, oui et non. C'est-à-dire que les enjeux environnementaux sont discutés dans le cadre des nouveaux conseils socio-économiques, mais en fait, c'est juste consultatif. Donc, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la capacité des syndicats à transformer et à participer à la décision. Il y a aussi des organismes, les OPCO, qui accompagnent les petites entreprises dans la transition. Il y a des nouvelles obligations. Donc, il y a des choses qui se font pour essayer d'accompagner les petites entreprises, notamment dans la transition écologique, former, anticiper les besoins, etc. Il y a un dispositif très intéressant qui avait été porté par les syndicats qui s'appelle Transition collective, où l'idée c'est qu'on regarde des secteurs qui vont perdre des entreprises qui vont perdre des emplois, on regarde des entreprises qui ont des besoins et on fait du transfert d'entreprises. Donc ça s'est fait dans les Hauts-de-France, des gens qui peuvent changer complètement de secteur, passer de l'industrie au commerce, parce qu'il y a des besoins. Et c'est très sécurisant parce que si ça ne marche pas, ils reviennent. Je crois qu'il y a moins de 1000 dossiers qui ont été déposés. Donc ça ne marche pas pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'étendre, mais pour dire que ce n'est pas si simple de penser les dispositifs et l'accompagnement, parce qu'il y a un gros frein, c'est l'incertitude. Donc je l'ai dit, il y a beaucoup d'hypothèses. Si le gouvernement se tient en fait aux objectifs qui sont annoncés, si les entreprises, si tout le monde croit que c'est crédible et que c'est comme ça que ça va être, ça bougera. Mais les entreprises, elles ont le souvenir que le gouvernement dit et puis parfois ne respecte pas. Et du coup, elles attendent. Tout le monde attend, il y a un peu de posture. Donc il y a la crédibilité des engagements pris. Et le SGPE, j'espère que ça en fera partie. Et puis il y a la qualité des emplois améliorée parce qu'effectivement, ça a été souligné. Les emplois de la transition, ce n'est pas forcément des bons emplois. Ce n'est pas forcément des emplois de bonne qualité. Alors dans le bâtiment, on le sait, mais dans le secteur de la valorisation des déchets, on a des travaux qui montrent un peu qu'effectivement, ce n'est pas non plus des emplois forcément de bonne qualité. Donc partir d'emplois industriels avec des bonnes conventions collectives et aller vers des emplois qui sont parfois moins bien protégés avec une moindre qualité de l'emploi, c'est aussi un enjeu d'améliorer, d'accroître l'attractivité pour à la fois attirer des jeunes et puis garder les salariés plus longtemps. C'est aussi sous forme de questions à poser, de mise en perspective, que j'aimerais réfléchir rapidement à cette question, que faire, et de repartir du constat au départ sur mon terrain, mais pour élargir le questionnement, c'est qui décide, c'est un peu ce qui a été abordé, mais peut-être l'aborder d'une manière un poil différente, c'est de dire, voilà, le constat, c'est que voilà, c'est essentiellement les directions d'entreprise, les actionnaires, etc., qui mettent en œuvre et qui décident de cette transition. Je pourrais rappeler que des constats faits tant par des travaux que aussi des organisations politiques ou syndicales, c'est aussi les racines des dégradations environnementales, c'est le système capitaliste dans lequel on vit. Il y a même des historiens de l'environnement qui proposent de parler de capitalocène plutôt que d'anthropocène, parce que l'idée d'anthropocène dirait que c'est l'ensemble de l'humanité de manière indifférenciée qui est responsable des dégradations environnementales. Or, ces travaux d'histoire montrent que c'est plus aussi les acteurs et le système capitaliste en soi qui est avant tout à l'origine de ça, et que c'est plutôt le fond du problème. Et moi, la question que je me pose, c'est de dire, est-ce que, et c'est évident qu'il faut plus de participation, mais est-ce que c'est une participation des salariés tout en gardant ce cadre-là, ou est-ce que c'est d'imaginer aussi un cadre différent? C'est-à-dire que si l'essentiel du pouvoir décisionnaire reste aux mains des entreprises et des directions d'entreprise, sachant que la logique intrinsèque de ce système-là, c'est aussi de faire du profit, est-ce qu'on ne va pas toujours aller dans un conflit entre le fait de faire du profit et sauvegarder la planète, l'environnement, et est-ce que ce n'est pas le profit qui va toujours être choisi en premier lieu? Et donc c'est la question de est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un autre système économique dans son ensemble? Et rapidement, des outils pour penser ça aussi, je pense aux travaux de Bernard Friot ou Frédéric Lordon qui parlent de salaire à vie ou de garantie économique générale, de penser une façon de dissocier l'emploi, de dissocier l'activité réalisée et la subsistance, et d'avoir un droit inaliénable
au fait de toucher un salaire, une subsistance, et après de penser l'activité en fonction des besoins productifs. Donc, ce qui permettrait de résoudre ces enjeux, parce que moi, c'est vrai que ce que j'ai pu observer sur mon terrain, c'est de dire il y a aussi une crainte des salariés, et c'est ce qu'observent aussi les syndicats, de dire si on se positionne pour l'environnement, on va perdre des emplois. Mais si on voit que ce qui a peur dans le fait de perdre son emploi, c'est pas que, mais c'est avant tout la question du salaire. Et donc, si on a un salaire indépendamment de ce qu'on fait, il y a la question se pose différemment, et il y aura une sécurité par rapport à ça. Et donc, ça permettrait aussi de poser autrement ces enjeux. Et un tout dernier point, c'est aussi, toujours pour une réflexion en termes structurels, c'est aussi que moi je vois les appréhensions, elles varient par exemple selon différents facteurs sociaux et notamment selon le niveau de capital culturel. Et il y a différents travaux qui montrent les inégalités de participation en entreprise ou politique de manière générale, selon différentes variables, ou notamment le capital culturel. Et donc c'est aussi la question des structures sociales à l'origine de ça. Comment est-ce qu'on fait aussi, parce que même si, c'est un peu la question, même si les salariés avaient le pouvoir, est-ce qu'ils participeraient autant? Est-ce qu'il n'y aurait pas des inégalités qui se produiraient aussi? Donc voilà, ce n'est pas forcément des solutions, mais en tout cas des questions un peu structurelles, je trouve, qui sont intéressantes à poser sur ces enjeux.